Plus que jamais, un grand nombre de médias mainstream sont soumis au pouvoir en place, au point qu'ils semblent évoluer dans une réalité parallèle à la nôtre. Comment lutter contre ce monde qui joue contre nous? Il faut d'abord être informé et correctement. Si le média venait à disparaître, vous perdriez une partie de cette information. Si nous sombrons, la bataille sera encore plus rude. Réagissez avant qu'il soit trop tard. Soutenez-nous. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Une nouvelle fois, depuis bientôt 10 ans, la guerre en Syrie se rappelle à nous. Elle est à la une des journaux, sur les chaînes d'information continue, en tendance sur Twitter. Une fois de plus, on sent confusément que cela nous concerne de près, que l'histoire du monde se joue, mais on se dit qu'on n'a pas toujours toutes les clés de compréhension. Depuis quelques jours, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a lancé une offensive dans le nord syrien, au Kurdistan, dans ce qu'on appelle le Rojava. On nous dit qu'il se sert, dans le cadre de cette offensive, de terroristes djihadistes anciennement affiliés à Daesh ou à Al-Qaïda, des terroristes dont on nous dit aussi qu'ils ont été, à un moment donné, à la fois les alliés et les ennemis de pays occidentaux comme les États-Unis et la France. On se rend compte qu'aujourd'hui, les acteurs les plus influents dans le cadre de ce conflit sont des pays comme la Turquie justement, mais aussi la Russie et l'Iran. La Syrie est-elle le lieu de la défaite de l'Occident, là où la chute de Kadhafi en Libye a été le lieu de sa dernière grande démonstration de puissance? Pour répondre à ces questions, je suis sur ce plateau avec le journaliste Paul Moreira, de Première Ligne, qui est un ami du média, et Berivan Firat, du Conseil démocratique kurde en France. Bonjour Paul, bonjour Berivan. Bonjour, bonjour. Alors Paul, avant toute chose, je voudrais dire qu'en ce moment, sur le replay d'Arte, il y a un documentaire que tu as réalisé, qui est diffusé. En fait, c'est pas le replay, c'est inédit. C'est comme à cause des événements, Arte avait ce film sur l'étagère et devait le diffuser on ne sait quand, et s'est dit c'est le moment de le montrer, quoi, de montrer ces images inédites. C'est donc pas un replay. Donc, sur la plateforme arte.tv, voilà. Et d'ailleurs sur le compte YouTube d'Arte aussi. Donc il y a un documentaire que tu as réalisé qui s'appelle Volontaires étrangers dans l'enfer de Raqqa, en Syrie donc. On regarde un extrait et on se retrouve sur le plateau. Before I worked hard, I was making good money, I had everything I wanted, but it just wasn't enough. I didn't feel like I had a purpose at all. Everything I did felt meaningless, so I wanted to do something different. I've always wanted to do something good, change the world somehow. I think a lot of people want to do that. Moi, c'était le seul parmi tous les camarades qui n'avait jamais pris une arme de sa vie. Et après, quand on a commencé à tirer, j'ai passé une journée entière à penser, à dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Malheureusement, maintenant, il n'y a pas une autre solution. Il faut prendre les armes. Vous n'êtes même plus en sécurité dans votre pays. Alhamdoulilah, vous inquiétez pas, ça va arriver encore. Alors Paul, comment expliquer l'attraction qu'exerce le Rojava, cette utopie, cette cause kurde en Occident? On a l'impression que cette utopie va même jusqu'à réconcilier des gens de gauche et de droite. Notamment, on a vu que certains républicains américains tenaient tête à Donald Trump justement sur ce terrain-là. Mais de manière plus générale, à gauche, plusieurs milieux de gauche occidentaux, européens, se retrouvent au Rojava, aiment le Rojava, sont prêts à mourir pour le Rojava. On a envie de demander pourquoi, qu'est-ce que tu as senti quand tu étais sur ce terrain-là? Les jeunes que tu retrouves les armes à la main
quand on a pu les filmer à Raqqa, bon, faut être clair, dans notre brigade, il y avait un gars qui était républicain et encore d'une tendance un peu étrange, mais c'est tous des jeunes de gauche ou d'extrême gauche. Et c'est tous des jeunes qui portent, en fait, le rêve de l'universalité. Et en fait, il n'y a pas eu un mouvement comme ça de gens qui sont allés combattre pour une idée, pas pour leur identité, leur peuple, leur patrie, tout ce truc nationaliste qui est très à la mode en ce moment, mais pour une certaine idée d'une société. Il n'y a pas eu ça depuis 1936 en Espagne. Moi, c'est ce qui m'a attiré, en fait. Les premiers, ils ne voulaient pas parler à la presse, ces gamins-là, parce qu'ils n'aiment pas les médias. Et donc, je lisais des trucs et je disais, putain, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des athées, des communistes, des anarchistes, il y a des gens de partout. Les armes à la main au Moyen-Orient, c'est une région que je fréquente assez pour savoir que là-bas, l'identité, elle est mortifère. Les gens, ils se définissent par leur religion, par leur clan, par leur tribu. Et brusquement, tu as des jeunes, bon, à peu près le même profil que ceux que tu croises dans les bars de l'Est parisien, quoi. Enfin, et qui viennent risquer leur peau. La plupart n'avaient aucune expérience militaire. Il y a eu des morts ? Énormément. Il y a une 50aine de morts. Enfin, on peut dire que c'est pas énormément, mais pour 1000, il y a à peu près 1000 volontaires, il y a 50 morts, c'est pas rien, quoi. Et si tu veux, le truc, c'est que moi, j'étais très admiratif parce que on les a suivis dans des zones où... Enfin, j'ai déjà couvert des guerres. Tu vois, et normalement, une guerre, quand tu vas dans une zone dangereuse, parce que c'est ce qui se passait, on leur demandait de pousser la nuit dans Raqqa pour faire reculer la ligne de front, pour en fait mettre la pâtée à Daesh, et pour gagner 50 mètres, 200 mètres dans la nuit. C'était vraiment très peu parce que c'était très très dangereux. Et normalement, quand tu pénètres en territoire ennemi dans un contexte de conflit, par exemple, quand tu tournes avec les Américains, tu as un hélicoptère ou deux, des Apaches, qui regardent avec une thermique, qui regardent s'il y a des gens, tu vois, et qui te disent tu peux avancer ou tu peux pas avancer, c'est dangereux, c'est pas dangereux. Tu as des blindés qui te permettent d'aller le plus loin possible et donc de prendre les couvertures. Et ils n'avaient rien. Il y avait, pour le front ouest, il y avait un petit blindé, une sorte de Hummer qui n'aurait pas résisté à un tir de RPG, qui les amenait là au bord, tac, au revoir, ils se barraient, on voyait les lumières s'éteindre dans le noir, c'était extrêmement effrayant, et ils avaient pour mission de prendre 3 maisons, de faire 200 mètres dans la nuit. Ça, c'est des jeunes qui avaient tout à perdre. Ils ne l'ont pas fait pour l'argent, ils avaient tout à perdre, et ils ont risqué leur peau comme moi, j'ai jamais vu, enfin, des jeunes absolument sans préparation militaire risquer leur peau pour une certaine idée d'une société ouverte. La guerre, la vraie, la maudite, quoi. La guerre, comme on la faisait au siècle dernier. Chaque pas pouvait te tuer. Parce que, alors, si on peut prêter un crédit à Daesh, c'était des génies des mines. Mais des génies maléfiques, mais des génies des mines. Ils savaient que c'était comme ça qu'ils gagneraient, tout était miné. Alors, en parlant justement de Daesh, dans l'extrait qu'on a vu, il y a les jeunes donc, qui combattent aux côtés des volontaires étrangers auprès des Kurdes, mais il y a également des gens dont on a l'impression qu'ils sont soit français, soit francophones d'Afrique du Nord, qui sont également de l'autre côté, aux côtés de Daesh, comme si un universalisme laïque et un universalisme religieux, parce que pour les deux, quand les frontières nationales n'existent pas tellement, c'est les idéologies en fait qui portent une idéologie religieuse et une idéologie laïque, et on se demande, mais finalement, est-ce que disons, ces compatriotes en fait qui se tirent dessus dans un territoire ennemi, est-ce que quelque part ils n'exportent pas la violence des contradictions de leur propre société? On se demande, mais on peut retrouver quelqu'un qui habite à Montreuil côté Daesh et quelqu'un qui habite à Montreuil côté Force du Rojava. Oui, mais je pense que dans les années 30, tu pouvais... on sait tous que le fascisme est né sur une partie de gens très déshérités qui ont eu recours à un certain ordre qui leur donnait un cadre extrêmement rigide et à une existence qui était un peu paumée. Pour moi, Daesh, c'est un peu ça. C'est-à-dire ça te donne un cadre rigidissime et assassin, et très fondé sur l'identitaire, à une existence qui est assez perdue. On sait que, quand on s'intéresse de près aux jeunes occidentaux qui ont rejoint Daesh, c'est des vies pour la plupart fracassées. C'est pas des gens qui sont carrés dans leur tête qui rejoignent Daesh. Mais c'était intéressant parce que dans mon groupe, qu'on appelait la brigade Marcelo, on l'appelait Marcelo, c'était le chef, donc. Et Marcelo, en fait, c'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Karim. Et il était marocain, Karim. Et c'était très drôle parce que Karim, il disait, moi, je suis fils d'ouvrier. Marocain de France ou marocain du Maroc? Non, marocain d'Italie. Marocain du Maroc. Et immigré en Italie, puisqu'il était italo-marocain, en fait. Mais, je veux dire, avec un cas de figure que tu peux retrouver dans n'importe quelle banlieue française. C'est-à-dire que le gars, sa mère, elle est femme de ménage, elle ne savait pas lire ni écrire, sa mère. On est sur cette réalité sociale. Et il disait, mais moi, normalement, j'aurais dû être en face.
Si j'avais pas lu certains livres, si j'avais pas rencontré certains penseurs, si j'avais pas eu la chance d'aller jusqu'à la fac, si j'avais pas eu, en fait, si j'avais pas appartenu au mouvement des centres sociaux italiens, bah, je serais peut-être allé du côté de Daesh, parce que voilà, pauvre, déshérité, vivant une situation de domination, d'oppression. Et ça, je trouvais ça assez fascinant. C'est-à-dire que le mec, il combattait Daesh jour et nuit, et en même temps, il comprenait le ressort qui poussait les gens à devenir daéchiens. En tout cas, ça nous prouve que c'est vraiment une sorte de guerre mondiale, hein, de bataille quasi universelle entre des valeurs différentes. Alors, Bérivan, j'aimerais que vous nous parliez de l'histoire particulière de ce combat, le combat turc, le désir de nation kurde, d'un foyer national pour les Kurdes. Parce que, vu de loin, on se demande pourquoi on devrait soutenir ce désir, pourquoi vous, en tant que, disons, peuple éclaté sur plusieurs nations, vous mériteriez plus une nation que d'autres. J'ai vu, en tout cas, par exemple, sur Facebook, certains Africains subsahariens qui sont très loin, donc ils disent ouais, mais finalement, c'est un peu comme chez nous, les ethnies sont éclatées, pourquoi on doit redéfinir les frontières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la spécificité kurde? Pourquoi ce peuple a-t-il besoin d'une nation? Déjà, les Kurdes, c'est un peuple indo-européen qui est actuellement divisé, le territoire est divisé sur 4 États-nations, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Et les Kurdes ont, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu une promesse qui a été faite aux Kurdes, d'un État pour les Kurdes et après pour des intérêts plus réels, politiques, comme on peut dire. Ces traités signés pour que les Kurdes aient un État ont été anéantis, ont été, sacrifiés au réel politique. Et ça avec le traité de Saïs-Picot. Monsieur Picot est français, Saïs était pour l'Angleterre. De ce fait, la France, l'Europe, l'Occident a aussi une dette historique envers les Kurdes. Ça, c'est une première chose. Pourquoi les Kurdes ont droit à avoir un statut digne? On ne parle pas d'un État. Parce que l'État-nation, nous avons vu les dangers que ça représente. Nous avons vu le fanatisme du nationalisme et les dangers que ça représente. Nous avons vu les dangers que représente le nationalisme turc ou le nationalisme arabe qui dit une seule langue, une seule culture, un seul État, une seule pensée, une seule religion. Ceci est un danger pour l'avenir de l'humanité. On le dit aussi clairement et aussi, de façon aussi prétentieuse que ça. C'est un danger. C'est pour ça que les Kurdes, dans cette région du monde qui est la Mésopotamie, c'est-à-dire actuellement nous parlons de l'Est et du nord de la Syrie, on parle d'un système confédéral, démocratique, multiethnique, pluraliste, féministe, écologique, basé sur le respect des ethnicités et des religions. Voilà pourquoi les Kurdes ont besoin du soutien de monsieur et madame tout le monde. Car cette lutte menée par les Kurdes au Rojava face aux barbares de Daesh, tout à l'heure, mon ami... On en parlera, oui. Il en a parlé. Il a parlé des petits jeunes qui étaient partis de Montreuil, qui étaient arrivés d'Italie pour aller combattre avec Daesh. Il y a beaucoup d'enfants français, des mauvais filles et garçons français ou des autres pays occidentaux, qui sont allés du côté de Daesh commettre des crimes de guerre, couper des têtes. Et bon, après, ça, c'est, pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils ne partent pas, ou je ne sais pas pourquoi, ça, c'est une autre discussion. Mais en attendant, ces gens-là sont là-bas, et 11 000 Kurdes, 11 000, comptez de 1 jusqu'à 11 000, vous verrez ce que ça fait. Parce que quand on dit 11 000 comme ça, c'est un chiffre, ça s'arrête là. 11 000 jeunes filles, jeunes garçons, 11 000 Kurdes sont morts dans le combat face à Daesh. Daesh n'est pas seulement l'ennemi des Kurdes. Il est l'ennemi de la France, il est l'ennemi de l'Europe, il est l'ennemi des États-Unis. Tout à l'heure, mon ami l'a dit, que ce soit les internationalistes ou les autres groupes Forces démocratiques syriennes ou YPG, YPJ, les forces kurdes, quand ils avançaient, il n'y avait pas d'hélicoptères ou d'aviation américaine ou de la coalition qui les protégeait ou qui les orientait. Peut-être il y en avait un de temps en temps, c'est vrai ou pas? Ce sont les Kurdes, l'épine dorsale des forces démocratiques syriennes, qui ont battu, anéanti, jusqu'à un moment donné, Daesh et ses supplétifs. Aujourd'hui, la Turquie le fait renaître.
Voilà Alors, oui, oui. pourquoi. Alors finalement, quelque part, alors, les Kurdes, au-delà de l'identité, disons, nationale ou de l'identité ethnique, si on peut dire kurde, c'est un système de valeurs qui combat contre Daesh. Tout à fait. C'est un système de gestion, c'est un système politique, c'est un système, ce système que les Kurdes et les peuples du Rojava, on le souligne bien, car ce qui est attaqué actuellement par Erdogan, accompagné des supplétifs djihadistes, ce n'est pas seulement le peuple kurde. Erdogan a juré l'anéantissement du peuple kurde, l'extermination du peuple kurde. Je peux le dire aussi clairement que ça. Mais c'est aussi le système pluraliste, multiethnique, multiconfessionnel, coloré du Moyen-Orient, du Rojava, qui donne un espoir au peuple de continuer à vivre ensemble en paix, qui est visée. Elle était visée par Daesh, parce que Daesh, c'est l'obscurité. C'est une idée, un cadre. On ne peut pas sortir dehors. Les couleurs les gênent, le soleil, la lumière les gênent, c'est l'obscurité. La Turquie d'Erdogan représente les mêmes aspirations. Il représente à vouloir reconstruire les frontières de l'Empire ottoman à jamais perdu, donc dominer et faire capituler les Kurdes. Et ça, devant les yeux du monde, et tout le monde s'était. Alors, on se dit finalement qu'en un siècle, c'est deux grandes trahisons, parce que la première trahison, c'était après la Première Guerre mondiale, avec les accords de Sykes-Picot, et la deuxième grande trahison, c'est aujourd'hui, après cette guerre, se sont versés. Et on se demande vraiment quelle est la logique, pourquoi les Kurdes sont les perpétuels sacrifiés de la politique internationale. Pourquoi les Kurdes La réelle politique est très... Nous, les Kurdes, on comprend le réel politique. On sait que... comme un des grands politiciens français disait dans le temps, il disait la France n'a pas d'état d'âme, il n'a que des intérêts. Dans le réel politique, c'est comme ça pour tous les États et tout ça. Mais il y a en réel politique actuel, nous allons parler de la France, il faut que la France, les Français se rendent compte que ce combat, cette guerre qui est menée à 4000 km loin d'ici, ce n'est pas seulement la guerre des Kurdes. Ce n'est pas seulement le combat des Kurdes, ce n'est pas seulement le combat des peuples du Rojava, syriaques, arabes, turkmènes et tout ça. C'est aussi le combat des Français. Car ceux qui ont frappé la France en plein cœur, les Daeshiens, par exemple, un de leurs chefs était détenu par les Kurdes dans un prison qui a été bombardé par l'armée turque, et il y a eu plus de 1000 d'entre eux qui sont échappés. Que pensez-vous que ces gens-là vont faire? Que pensez-vous qu'Erdogan va en faire? Actuellement, il y a 3,5 millions de réfugiés qui sont contenus en Turquie. J'utilise délibérément ce mot. Payés. La Turquie est payée pour les contenir aux portes de la Turquie. Et dès que Erdogan est coincé, dès qu'il y a une critique sur sa politique, il menace d'ouvrir les portes et d'envoyer ses réfugiés. Vous pensez que ces Daeshiens, demain, il ne va pas s'en charger de les envoyer en Europe, en Occident? C'est un danger pour l'Occident. C'est une vraie question, et justement, il y a une vidéo que nous allons regarder. Une vidéo, on voit d'après ceux qui la diffusent, un djihadiste syrien, allié des Turcs, qui admet avoir libéré justement des prisonniers parmi ceux qui avaient été arrêtés par les Kurdes, des prisonniers djihadistes, des prisonniers de guerre. On regarde la vidéo. تأمين الأخوة المدنيين الخارجين من مخيم عين عيسى من قبل الأخوة بالفيلق الأول الفرقة 11 اللواء 113 الله أكبر والعزة لله. Alors, Bérivan, pouvez-vous nous en dire plus sur cette vidéo? Que dit l'interlocuteur dans cette vidéo? Que savez-vous de plus? Vos adversaires vous accusent aussi de libérer ces prisonniers pour faire un peu pression sur la communauté internationale. Que dit ce gars-là? Et que répondez-vous à ces accusations? Là, je ne peux pas traduire mot à mot. Parce que je ne maîtrise pas... c'est de l'arabe, donc je ne le maîtrise pas parfaitement. Mais dans tous les cas, il se vante d'avoir été libéré, ses frères et sœurs qui étaient détenus par les mécréants qui sont nous. La Turquie joue énormément avec la propagande, avec ses trolls, tout ça, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux. Il accuse les Kurdes, comme il le fait en les accusant d'être des terroristes, enfin les accusations faciles. Nous, les Kurdes, nous avons les preuves de ce que nous avançons. Nous avons les preuves des enregistrements vidéo, des prisons où la Turquie a bombardé, permettant les Daeshiens de s'enfuir. Nous avons des vidéos d'enregistrement des camps, car il y a des caméras de surveillance dans les camps, qui prouvent que la Turquie
à bombarder aux alentours des prisons, permettant à des gens dans les camps, des femmes daéchiens, dont souvent certaines d'entre elles sont encore plus dangereuses que les hommes, leur permettant de fuir. Nous avons les preuves matérielles. La Turquie n'a que des mots, et il a aussi cette force d'être, entre parenthèses, un État souverain, et tout le monde se tait devant lui. Nous avons toutes les preuves de ce que nous disons. Nous disons qu'actuellement, la Turquie et ses supplétifs ont commis des crimes de guerre. Nous avons les preuves. Il y a eu l'exécution, lynchage, filmé par ceux qui l'ont commis l'acte, d'une politicienne kurde, une femme kurde de 35 ans, du Parti de l'avenir de la Syrie. Elle a été criblée de balles, elle a été torturée avant. Il y a les rapports de son autopsie rendus publics, c'est effroyable, on a du mal à y penser. Et vous savez celui qui l'a assassiné et qui s'est fait filmer, vous savez qui c'est ? C'était un gars qui était réfugié politique en Allemagne. Nous avons aussi les preuves de cela. Un membre de ces miliciens, de ces barbares, qui était réfugié politique en Allemagne. Et nous avons aussi les noms, l'identité, enfin, ces photos que lui-même a partagées. D'accord ? Donc, de ce fait, aujourd'hui, nous réitérons à dire que cette guerre, cette invasion, c'est une guerre. Il ne s'agit pas d'une opération, comme la Turquie veut le faire entendre, comme Trump veut le faire entendre. Il s'agit d'une guerre d'invasion. Cette guerre d'invasion est un danger direct, immédiat pour les Kurdes, car les Kurdes se font massacrer. C'est un danger, encore une fois, pour la stabilité de la région. C'est un danger pour remettre sur pied les Daéchiens que les Kurdes avaient réussi au prix de leur vie à presque anéantir, parce qu'il y a des cellules dormantes. Ok, en fait, j'aimerais justement qu'on en parle avec Paul. Bon, avant ça, j'aimerais Bien quand même sûr. dire qu'on a quelques confirmations. Il y a certains membres de Daesh qui ont admis, qui se sont vantés d'avoir récupéré des femmes de Daesh. Ça, c'est quelque chose qui est irréfutable d'un point de vue factuel. Mais Paul, j'aimerais te demander, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que Erdogan ressuscite Daesh ? Est-ce qu'on peut aller aussi loin ? Toi qui as un regard un peu plus distancié, un regard d'analyste, de journaliste, est-ce que tu penses que c'est une déclaration qui est une déclaration excessive ou elle a un fond de vérité ? Non, enfin, de facto, il va permettre à un certain nombre de Daéchiens de reprendre du service, puisque grâce au chaos ambiant, il y en a qui s'évadent, etc. Est-ce que c'était son projet ? Je pense que c'est pas son objectif de libérer Daesh. Il se trouve que là, il en a rien. Enfin, il s'en fiche en fait de la problématique Daesh. Et lui, il voit un moment historique. Il a réussi à, je ne sais pas comment, convaincre Trump d'aller à l'encontre de tous les engagements que les Américains avaient pris vis-à-vis des Kurdes ou des SDF qui étaient un peu plus larges que les Kurdes. Et voilà. Donc lui, il profite d'un moment historique. Il avance de 50 km au sein du territoire syrien. Ça a toujours été, en fait, l'objectif des Turcs. Et il vous dessine la carte telle que la Turquie devrait être quand ils auront fini d'accomplir leur destin historique contemporain, récent. Et ça va, effectivement, ils mangent 50 km à l'intérieur de la Syrie, puisque c'était l'Empire ottoman avant, et ils prennent tout le nord de l'Irak, ils vont jusqu'à la frontière iranienne. Donc pour eux, c'est ça la Turquie. Ils mangent d'ailleurs... Ils mangent la Grèce aussi, ce qui est assez comique. Donc, que tu vois le grand empire ottoman qui doit être reconstitué, le grand Israël, c'est-à-dire que le Moyen-Orient est fait de volonté de retourner à des mégalomanes, à des assorts, en fait. nationalistes. Mais c'est pour ça que le projet kurde de YPG, il est intéressant. Je ne sais pas s'il est réalisable là tout de suite dans le Moyen-Orient, parce qu'il est tellement utopique. Il est même utopique par rapport à l'Europe. Je veux dire, c'est l'idée du fédéralisme municipal, de dire que bon, au fond, il ne faut pas d'État-nation, un truc un peu anarchiste où on se fédère région par région et peu importe. C'est une très bonne idée. Je trouve ça très joli, très utopique. Mais on se retrouve dans une telle réalité qui sont l'affrontement des énormes masses des empires, de ce qui reste des empires, des Perses, des Ottomans, les Arabes, et là-dedans, en plus, les Américains qui jouent leur propre carte, l'Occident. C'est vrai que c'est assez tragique de voir ce rêve kurde d'une société idéale qui n'ont pas du tout eu le temps de mettre en place, parce qu'en réalité, la seule chose qui a été mise en place, c'est la parité homme-femme. Encore une fois, ce qui est déjà énorme.
et des assemblées démocratiques et tout. Mais le problème, c'est que c'est géré, c'est une économie de guerre, c'est un pays qui était dans un petit territoire. Vous vous rendez compte que pour rentrer et sortir du Rojava, il y avait un seul point de passage, c'était deux bacs rouillés qui passaient sur le Tigre entre l'Irak et la Syrie. Et il fallait avoir, c'était même pas une frontière officielle, il fallait avoir une autorisation des Kurdes d'Irak, qui ne s'entendent pas super bien avec les Kurdes de Syrie. Donc vous avez un petit territoire super bien disposé à faire une expérience dans ce coin de là. Et bon, moi, vraiment, je leur tire mon chapeau, hein, mais d'avoir émis même ce rêve-là. Et il est complètement encerclé. Au nord, il y a son pire ennemi, les Turcs. À l'ouest, il y a Bachar el-Assad qui n'attend qu'une occasion de reprendre le terrain. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Et à l'Est, vous avez d'autres Kurdes, mais qui ont leur propre agenda et qui ne sont pas ultra solidaires avec les Kurdes du Rojava. Donc c'est vraiment une situation très, très difficile à gérer, quoi. Alors, on a compris que l'attitude de Donald Trump est complètement ambivalente. Il va quasiment jusqu'à dire que les Kurdes du PKK sont tout aussi dangereux, et peut-être plus dangereux même que Daesh. Oui, il les qualifie de groupe terroriste comme Daesh. Alors, en même temps, tu dis, il sort une connerie, une phrase sur deux est un truc dingue de Trump. Donc, là, récemment, il a dit que depuis les temps anciens, les USA et les Roms sont liés. Enfin, je pense que la parole de Trump, elle est... Je ne sais pas comment la qualifier, en fait. Elle est au-delà du délire. Le problème, c'est que le mec est au volant de la plus grande puissance mondiale. Donc, là, par exemple, moi, j'ai l'impression que c'est un geste individuel de Trump. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de stratégie. Justement, est-ce que ce n'est pas un peu facile de parler de délire? Est-ce que ce n'est pas juste du cynisme, de la réelle politique? Il peut se dire, bon, écoutez, nous, on veut se désengager du Moyen-Orient, c'est un lieu en embrouille, et de toute façon, il leur faut un contremaître à ces peuplades, et donc ce sera Erdogan. On peut se dire qu'il se dit, bon, ce n'est plus un terrain pour nous, on la laisse à un allié, en plus un allié chez qui on peut gagner de l'argent, parce que la Turquie est un pays industrialisé. On peut imaginer une logique économique froide. On peut tout imaginer. Je pense qu'il peut penser ça pendant 10 minutes, et puis les 10 minutes suivantes, il pensera à autre chose. Mais ce qu'on sait, parce qu'il y a des données rationnelles quand même, et qu'on sait, c'est qu'il est allé à l'encontre du Pentagone. Parce qu'il y a des officiers américains qui se sont exprimés, qui ont tenté de le raisonner. Dire, on ne se barre pas comme ça, après avoir contenu à peine Daesh, et on sait qu'il y a des cellules dormantes partout. Enfin, on ne peut pas changer de stratégie sur un coup de fil. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de théorie du complot à avoir là-dedans, quoi. C'est vraiment l'incapacité stratégique d'un homme. Parce qu'à la limite, on peut... Et toute puissance va faire gaffe à la puissance turque, parce que c'est vrai que c'est pas rien dans la région, etc. Mais comme ça, baisser sa garde, lui ouvrir tout, se mettre au banc des nations, parce que moralement, c'est horrible. D'après ce qu'on a entendu dire, il y a des soldats américains qui étaient sur le terrain, qui étaient super mal de partir et d'abandonner les Kurdes. Mais quelque part, une analyse un peu simpliste peut aussi consister à dire, écoutez, Donald Trump, il en finit un peu avec cet impérialisme américain qui a été tellement envahissant après les attentats de 2001. C'est quelque chose qu'on peut aussi entendre. Ouais, c'est un vieux truc américain, c'est l'isolationnisme. On sait par exemple que pendant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt, qui voulait rentrer en guerre pour se battre contre les nazis, a eu beaucoup de mal à convaincre le gros de la classe politique américaine, il disait non, mais c'est un truc, on a déjà payé en 14-18, on a eu trop de morts, c'est un truc d'Européens, on les laisse se débrouiller, on ne va pas intervenir. Donc c'est vraiment une donnée, c'est dans l'ADN de la politique américaine. Donc Trump, il prend ça et il le grossit fois 1000. Et en plus, ça peut être le contre-coup de toutes ces histoires, l'intervention en Irak, les mensonges. Obama le disait déjà. Hein. Obama, il s'est fait élire sur on fait rentrer les garçons, quoi. Il y en a marre. On a eu des morts, on a eu des estropiés. Ce qui pouvait se comprendre. Enfin, je veux dire, c'était un tel délire cette guerre en Irak qu'on pouvait comprendre qu'on s'en allait. Il y a eu un délire interventionniste et là, peut-être qu'il y a une sorte de folie, disons, isolationniste aussi peut-être. D'autant plus que Donald Trump explique que les Européens doivent un peu plus financer l'OTAN, parce que d'un point de vue direct, la Syrie, la Turquie, c'est très loin des États-Unis, c'est très proche de l'Europe. C'est ce qu'il dit en tout cas. Il dit ça de manière répétée jusqu'à ce qu'il se retrouve avec des attentats qui auront lieu sur son territoire. Et là, il va dire on va bombarder l'Irak. Mais non, patron, c'est pas l'Irak, c'est la Syrie. Ah oui, on va bombarder la Syrie. Non, je pense qu'on est face à quelqu'un qu'on soit de droite ou de gauche, il faudrait que ce garçon
rentre à la maison et qui laisse la direction du pays le plus puissant et donc le plus dangereux dans ses actions au monde à quelqu'un de juste sain d'esprit, quoi. C'est vraiment vital aujourd'hui. Alors, Bérivan, Donald Trump traite le PKK de terroriste, mais en fait, vous nous expliquez qu'en réalité, il n'y a pas longtemps, les troupes du PKK étaient aux côtés des Américains. En 2016, à Shingal, Sinjar, quand il y a eu le génocide des Yézidis, qui ont été massacrés par Daesh, plus de 5000 femmes ont été enlevées, vendues comme esclaves sexuels sur les marchés. Le PKK est rentré à Sinjar, ils ont ouvert un corridor, réussissant à évacuer la population pour éviter un génocide d'encore plus grande envergure. Et les forces américaines étaient là avec les Kurdes. Et pareil, nous avons des enregistrements vidéo, des preuves matérielles qui montrent que les forces américaines étaient, dans ce cas-là, en collaboration aux côtés des forces terroristes du PKK. Il faut arrêter. À Raqqa aussi. Hein. Voilà. À Raqqa aussi, à Membiche aussi, ailleurs aussi. Donc de là à dire, pour faire plaisir à ce dictateur d'Erdogan, à dire oui, bon, ben voilà, le PKK est une organisation terroriste, dans ce cas-là, que faisiez-vous avec une organisation terroriste? Que faisiez-vous avec les forces démocratiques de Syrie? Que faisiez-vous avec le YPG-YPJ? Et d'ailleurs, j'aurais une critique à faire à tous les journalistes et aux médias et tout. Hier, tous ceux qui parlaient des forces démocratiques syriennes ou des forces de défense populaire kurdes, quand c'était le moment de combat avec Daesh, aujourd'hui parlent de milices kurdes. C'est une honte. C'est une honte. Vous avez senti un glissement sémantique? Bien sûr, au niveau du langage de la presse, des médias, il faut arrêter. C'est vrai que le mot milice, moi c'est pareil, il m'écorche un peu les oreilles. Alors justement, en parlant de cela, les positions françaises ne sont pas toujours très claires. La condamnation de la France, elle est quand même assez timide. Si l'on considère que Erdogan libère des ennemis potentiels, enfin pas des ennemis potentiels, des ennemis avérés de la France, on peut considérer que la parole publique française est un peu légère. On va écouter quelques paroles publiques du pouvoir et de l'opposition et on va revenir sur le studio. L'action utile que nous souhaitons mener, c'est d'une part de convaincre nos partenaires américains au sein de l'OTAN de réfréner et de stopper maintenant cette offensive. C'est d'éviter toute escalade dans les discussions que nous avons avec d'une part la Turquie, mais d'autre part également la Russie et l'Iran, qui dans la région jouent, vous le savez, un jeu absolument clé. Et ensemble, avec nos autres partenaires européens, d'accroître encore la pression sur la Turquie pour qu'elle cesse. Monsieur le Premier ministre, la France, comme cette Assemblée tout entière, dénonce et condamne l'agression criminelle à laquelle la Turquie s'est livrée en entrant en Syrie pour y massacrer les Kurdes, défaire les forces démocratiques syriennes et libérer les prisonniers de ses amis de Daesh. Je veux vous interroger sans polémiquer pour tenir compte de la situation dans laquelle notre pays se trouve à cet instant. Pour votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, la Syrie est-elle toujours un État souverain et l'inviolabilité de ses frontières est-elle toujours sous protection internationale, comme pour tous les membres de l'ONU? Et alors, que faisons-nous pour que cette protection devienne effective? La France approuve-t-elle l'accord passé entre les Kurdes syriens et l'armée nationale syrienne pour repousser l'invasion? Votre gouvernement compte-t-il aider cette riposte, notamment en utilisant les forces spéciales françaises dont nous avons appris la présence sur place? Pourquoi la France retirerait-elle ses forces spéciales au lieu d'obtenir, fût-ce militairement, que l'armée turque nous respecte et cesse de nous agresser? Avez-vous convoqué l'ambassadeur de Turquie en France et que vous a-t-il dit pour expliquer l'agression contre nos forces spéciales, pourtant parfaitement localisées par l'armée turque? Quel sens la France donne-t-elle à sa participation au commandement militaire intégré de l'OTAN quand un de ses prétendus alliés frappe nos positions militaires en Syrie? Monsieur le Premier ministre, notre pays veut voir sa parole et ses armes respectées. Notre pays veut que les Kurdes, qui sont leurs alliés, soient sains et saufs. Raison pour laquelle le moment n'est-il pas venu d'exiger qu'à l'avenir, comme une garantie, les Kurdes soient associés à toutes les discussions internationales sur l'avenir de la région? Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse agir fortement auprès de la Turquie. Je pense notamment qu'il faut une action
à l'ONU. Et là, pour le coup, je crois qu'Emmanuel Macron va faire ce qu'il faut pour que l'ONU se mobilise. Je crois aussi qu'on devrait discuter à l'intérieur de l'OTAN de l'exclusion de la Turquie. La Turquie qui est entrée dans l'OTAN n'est pas celle qui est aujourd'hui en train d'attaquer les Kurdes. Vous voulez exclure la Turquie de l'OTAN ? Je pense qu'il y a évidemment une incompatibilité majeure dans la vision que nous avons du monde. Quand aujourd'hui cette attaque de la Turquie va menacer de déstabiliser en profondeur cette région, il faut se poser la question de notre alliance avec la Turquie sur le plan militaire. Et sans attendre le sommet de l'OTAN qui aura lieu d'ici un mois, je crois. En tous les cas, c'est une question qu'il faut mettre sur la table. Je crois que nous n'avons pas malheureusement les moyens d'en décider seuls, mais je crois que c'est une question dont il faut débattre. Et je me permets de vous dire que le parlementaire européen que je suis regrette que l'Europe soit si impuissante, que les pays européens soient si discrets face à ce qui est en train de se passer. Mais pour une raison très simple, c'est que nous n'avons pas les moyens de l'influence que nous voudrions avoir. Pour plusieurs raisons. D'abord, nous n'en avons pas forcément les moyens en termes militaires, en termes stratégiques, et il faut enfin que l'Europe puisse se donner les moyens de son autonomie stratégique dans les années qui viendront. C'est un travail dont je vais m'occuper à travers le Fonds européen de défense au Parlement. Et puis deuxièmement, parce qu'il faut aussi que nous puissions maîtriser de manière autonome les frontières de l'Europe. Aujourd'hui, le grand moyen de pression que la Turquie emploie, de manière totalement explicite, c'est si vous faites du tort à nos intérêts et à nos projets, nous allons laisser passer plusieurs millions de migrants qui rentreront sur le sol européen. Nous ne pouvons pas laisser les États extérieurs décider de notre stratégie, de notre vision du monde à partir de ces moyens de pression. Alors, est-ce que la question de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN peut et doit se poser aujourd'hui? Selon les guidelines, on peut considérer que leur intervention, elle relève d'une atteinte aux droits de l'homme. Donc il faudrait se poser la question effectivement parce que c'est un allié en fait qui est en train d'intervenir contre des populations civiles et des forces qui ont été aux côtés de l'Occident, aux côtés des démocraties. Enfin, je rebondis sur ce que disait Berivan. Enfin, moi j'étais à Raqqa, donc pendant la bataille de Raqqa. Et je l'ai vu de mes yeux, c'est-à-dire que les brigades internationales, les Kurdes, les SDF, donc qui étaient une sorte, c'était une ombrelle. Les forces démocratiques syriennes, c'est une sorte d'ombrelle dans laquelle il y avait généralement des jeunes Arabes qui avaient été recrutés pendant les combats de Raqqa, des Kurdes très aguerris, dont une partie de cadres qui venaient du PKK turc et des brigades internationales. Et donc, la seule aide que ces combattants recevaient, donc ils n'avaient pas de surveillance aérienne, pas de blindés, tout ça. La seule aide qu'ils avaient, c'était des frappes aériennes de temps en temps. Donc il y avait une maison qui était occupée par les forces spéciales américaines, qu'on appelait le commando. Cette maison avait un nom particulier. Il y avait donc des Américains en civil qui étaient le moins identifiables possible parce qu'ils se faisaient bombarder au mortier dès que Daesh apprenait où ils étaient. Et ils avaient donc tout un tas d'appareillages électroniques. Ils étaient en liaison talkie-walkie sur les radios avec les combattants en permanence. Et quand ils avançaient comme ça dans la nuit et que ça tirait très fort sur eux, ils se disaient en gros ça vient de là. Ils faisaient une évaluation un peu au doigt mouillé. Ça a l'air d'être à 250 mètres à l'ouest, tout ça. Ils appelaient les Américains et ils disaient bon, est-ce que vous pourriez nous aider avec une frappe aérienne ? Et les Américains, à ce moment-là, soit via des drones, soit avec des avions, frappaient le point qui avait été donné par les combattants. Donc là, on ne peut pas être plus collaboratif, quoi. C'est en gros les Kurdes, les internationaux et les jeunes Arabes des SDF faisaient le boulot le plus dangereux, c'est-à-dire marcher dans la nuit au milieu des mines. Et je peux vous dire que c'était vraiment un endroit une aide très minimale. stressant. Et les Américains et les Français aussi, il faut le dire, étaient à l'arrière. Ce sont bien les forces démocratiques de Syrie, les internationalistes et tout ça qui ont combattu Daesh et non. Mais tout le monde le sait. Voilà. Non, mais ils ne le disent pas. Ils le disent pas. Oui, non, donc mais voilà, quelqu'un qui a été sur le terrain et qui n'est pas kurde et qui est journaliste, donc qui fait son travail. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de voilà. débat. Non, mais il y en a connu, encore, Donald Trump ou les autres qui sont en train de se vanter d'avoir combattu Daesh. Alors justement, en parlant du combat contre Daesh, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème d'accès stratégique ? Parce que finalement, la Russie, elle était très claire, elle soutenait Bachar al-Assad, la Turquie soutenait les adversaires de Bachar al-Assad, et les Occidentaux avaient deux ennemis alternatifs, Bachar al-Assad et Daesh. Et quelque part, on dit qu'au sein de l'armée syrienne libre que la France et les États-Unis ont soutenu, il y avait des gens qui aujourd'hui finalement se retrouvent dans des groupes djihadistes. Ça ne veut rien dire, l'armée syrienne libre. Enfin, moi, j'étais au tout début de l'armée syrienne libre, mais franchement, ça ne veut rien dire.
C'est un truc dans lequel vous avez des braves gens à peu près laïcs qui généralement n'ont plus d'armes, sont dans les camps de réfugiés côté turc, et puis des mecs d'Al-Qaïda, voire des gens qui ont quitté Daesh et qui... voilà, c'est une telle ombrelle qui servent des intérêts divers. Et je dis ça alors que j'ai réalisé un film en 2011 où j'ai pu assister à la naissance de Free Syrian Army et je trouvais que c'était un moment très enthousiasmant parce qu'ils voulaient la liberté et la démocratie. Mais petit à petit, avec le jeu des puissances, avec les puissances du Golfe, avec les Turcs, avec les puissances occidentales, en fait, les braves gens du début ont dû quitter le terrain et ce qui a pris la place, c'est en gros quand même 80% de djihadistes. Donc en fait, c'était juste une marque dont le contenu était morné en fait. Oui, cette marque ne veut rien dire. Est-ce que les États-Unis, la France, les pays occidentaux ont pris la mesure de ce switch, en fait, de ce changement d'identité? Et est-ce qu'à un moment donné, ils ont retiré leur soutien à l'armée syrienne libre? Ou alors, il se trouve que certains qui sont aujourd'hui aux côtés d'Erdogan contre les Kurdes ont pu être aux côtés de la France ou des États-Unis contre Bachar? Vu le chaos qui a régné, c'est très possible. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'opération commune entre les groupes djihadistes qui se mettent un badge armée syrienne libre, mais qui ne sont pas du tout armée syrienne libre, et les forces françaises ou américaines. À ma connaissance, ça n'a jamais existé. Tu dis que l'armée syrienne libre, déjà, c'est une sorte de... Oui, l'armée syrienne libre, c'est une fiction. Enfin, moi, j'ai assisté à la naissance de l'armée syrienne libre. J'ai fait un film dessus qui doit être visible sur YouTube. Et c'était des braves gens, enfin laïcs. Dans ce coin-là, on n'est jamais vraiment laïcs, à part les Kurdes qui sont laïcs, mais c'était des musulmans modérés. Ils voulaient ce que veulent tous les peuples en révolution. Des musulmans ordinaires, quoi, on va dire. Des musulmans normaux, on va dire. Des musulmans pas énervés, mais c'était pas une insurrection religieuse. Ils voulaient la démocratie et la liberté, hein, comme toutes les révolutions arabes. Donc après, ils étaient musulmans, mais c'était pas leur sujet, quoi. Et ces gens-là ont été défaits par des djihadistes qui étaient soutenus aussi par les États du Golfe. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les Occidentaux ont soutenu de manière, peut-être qu'il y a eu à la marge des groupes qui allaient devenir djihadistes et qui ont été aidés, j'en sais rien. Franchement, je n'ai pas du tout la preuve de ça. Mais moi, je pense que la dérive vers l'islamisme de l'armée syrienne libre, c'est une dérive qui a été favorisée par Bachar el-Assad. Là, il y a des données concrètes, objective. Il a ouvert la prison de Sednaya. Il y avait des barbus qui pouvaient circuler tout à fait librement sur le territoire, alors que les gens de l'armée syrienne libre, les révolutionnaires de la première heure, étaient cantonnés dans leur village autour de Idlib. Donc il y avait quand même une volonté du régime que l'insurrection s'islamise, plus certains financiers du Golfe qui ont mis beaucoup de pognon dans les groupes les plus radicaux, et on s'est retrouvé avec les groupes séculaires, comme disent les Américains, expulsés en 2012 dans les grandes batailles du nord-ouest de la Syrie, expulsés de la Syrie et qui vivent aujourd'hui quasi clochardisés dans les camps de réfugiés de Turquie. Et est-ce que les Occidentaux ont pris acte de cette islamisation du mouvement révolutionnaire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moment où en fait toute collaboration a cessé parce que bon voilà, on avait l'impression qu'on avait en face de nous des ennemis, des adversaires idéologiques, ou alors ça a été plus lent, comment ça s'est passé sur le terrain? Il y a eu un temps long pour réaliser ça. Je pense qu'aujourd'hui, on le sait, puisque ce qui reste à Idlib, c'est Al-Qaïda, quoi. Ils ont changé de nom, ils ont changé d'étiquette, mais c'est Al-Qaïda, hein. C'est l'ancien... c'est maintenant, son nom m'échappe, mais le chef est resté le même, quoi. Et non, je pense qu'il y a eu un temps long avant qu'on comprenne vraiment que malheureusement, les révolutionnaires syriens avaient perdu la partie et qu'ils avaient été remplacés par des djihadistes. Il reste, pour être tout à fait honnête, des éléments séculaires dans l'opposition syrienne. Maintenant, des groupes armés sur le terrain capables de tenir tête aux djihadistes, à Al-Qaïda. Moi, j'en vois pas, j'en connais pas. J'ai eu un échange récemment via Facebook, parce que je corresponds avec certains d'entre eux, avec un de ses camarades là, que j'avais rencontré en 2011. Et il me dit « Ouais, t'es vache, tu dis que les islamistes, ils ont gagné, mais moi, je suis encore là avec mon groupe d'hommes et tout. » Mais je lui dis « Mais t'es où ?» Et en fait, il est avec les Kurdes. Il a une mini-brigade et il est à Manbij avec les Kurdes. Je fais « Ah bah oui, t'es d'accord. »
je vois très bien où t'es, je comprends bien. Mais du côté de l'armée syrienne libre, qui n'est plus l'armée syrienne libre, qui est instrumentalisée par un courant ou un autre, je suis désolé, les laïcs, ils ont disparu, quoi. Alors, justement, tu as beaucoup parlé des pays du Golfe, mais l'alliance avec l'Arabie Saoudite, qui soutient justement les adversaires islamistes de Bachar al-Assad, notre alliance à nous, elle est structurelle. Je veux dire, l'industrie française de l'armement ferait faillite si on n'était plus copains avec eux. Et quelque part, on se dit, alors que nous vivons un moment important dans l'histoire de l'humanité, un moment de civilisation où la civilisation est en danger, dans la civilisation, disons, diversitaire, si on peut dire, est en danger. En Occident, le capitalisme a tellement pris les esprits que c'est les petits jeux d'intérêt qui déterminent autant la politique américaine que la politique européenne. Est-ce qu'on prend vraiment conscience qu'il faut arrêter un certain nombre de choses si on veut espérer la paix dans les années et les décennies à venir? Est-ce que tu as l'impression que notre combat contre, disons, ce mal-là est l'axe stratégique numéro 1 de notre politique? Quand tu veux dire ce mal-là, tu parles quoi, du terrorisme islamique? Du terrorisme, oui, tout à fait. C'est le mal qui nous a touchés. Écoute, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une sorte d'urgence. Il y a eu une sorte d'urgence où il fallait combattre Daesh. Il fallait combattre l'espèce de... C'était devenu un aimant aussi pour tous les paumés qui avaient la tête cassée, tout ça. Ils se disaient, ah bah là, il y a une maison qui brille sur la colline, c'est le califat, il va durer 1000 ans et on va y aller. C'était grave, quoi. Donc je pense que le combat qu'on menait en première ligne, les Kurdes, je le répète parce qu'il faut que ça rentre quand même, en première ligne, les Kurdes et les brigades internationales de tous les pays, c'était un combat vital, parce que c'est vrai que dans le Moyen-Orient et en Europe, chez les gens qui se sont un peu laissés sur le bord de la route, cette option-là, cette idéologie-là, pouvait apparaître à un moment donné comme attirante, parce qu'il y a aussi dans l'islamisme radical la promesse d'une égalité, de on est tous pareils, et qui est en fait extrêmement trompeuse, parce que on l'a vu après dans la réalité, c'est des gangsters, quoi, tout simplement des gangsters qui se servent d'une idéologie pour violer des filles, pour avoir des esclaves sexuels, pour voler, enfin c'est juste... Exactement comme les nazis, une bande de gangsters qui se servent d'une idéologie pour prendre le pouvoir, quoi. Et moi, je pense qu'il y avait la nécessité d'un front sacré contre ces gens-là, un front commun contre ces gens-là. Est-ce qu'il a vraiment existé? Si on en est là aujourd'hui, est-ce que ça interroge quand même, est-ce qu'il a vraiment existé ce front sacré? Ou alors on est complètement nul? Daesh a été arrêté, je vais dire un truc qui n'est pas à la mode, mais Daesh a été arrêté à Palmyre par les Russes. Bon, les Russes, ce n'est pas nos copains. Puis Daesh a été vaincu à Raqqa par une coalition de Kurdes, d'Américains et de Français. Donc, à un moment donné, il y a eu quand même, je pense, un petit moment d'unité où on s'est dit, c'est quand même le pire, ce truc. Alors, Bérivan, j'aimerais vous interroger sur le jeu de la Russie. Alors, aujourd'hui, certaines analyses disent qu'ils sont au fond avec Bachar et Erdogan, qu'ils veulent, disons, vous insérer dans le jeu pour mieux, disons, vous normaliser. Est-ce que vous pensez que les Russes, Vladimir Poutine, sont un allié crédible? Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près un an de ça, l'enclave kurde d'Afrin a été envahie par Erdogan, où il a installé ses soi-disant djihadistes modérés et tout ça, et il a opéré un changement démographique. Erdogan n'aurait pas pu envahir cette région si la Russie n'avait pas ouvert l'espace aérien à la Turquie, parce que c'était sous son contrôle. Donc de ce fait de se dire la Russie est une alliée de confiance, non. Le commandant des forces démocratiques de Syrie a fait une déclaration, qui est Mazloum Abdi ou Mazloum Kobani, qui a dit que nous sommes obligés de faire des concessions ou des alliances douloureuses pour survivre, pour éviter un génocide. Actuellement, nous avons dû faire un accord militaire. Attention, quand on parle d'accord, il faut parler d'un accord politique. Il s'agit simplement d'un accord militaire avec Bachar el-Assad, donc la Syrie et la Russie. Mais à tout moment, nous nous attendons à une trahison. Donc notre
vision, notre position est claire. Nous avons été trahis hier et à chaque moment nous pouvons être trahis. Donc c'est pour cela que les Kurdes, les forces démocratiques syriennes comptent sur leurs propres forces. Et moi je voudrais dire une petite chose pour compléter ce que disait mon ami. Il parle du projet social de Rojava comme si les Kurdes avaient dit du jour au lendemain, écoutez, on va faire un projet social et puis on va amener tous les anarchistes, les communistes, les révolutionnaires d'Europe ou ceux qui aspirent à un changement dans la région. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous menons une lutte pour notre survie, pour notre existence depuis des décennies. Il y a une lutte armée qui nous a été imposée, je l'ai dit, qui est menée depuis plus de 40 ans. Et les Kurdes ont essayé de trouver des solutions, une solution de gestion pour eux d'abord, mais aussi on ne peut pas, comme les autres dictatures, vouloir changer la donne démographique de la région. Il y a les autres peuples, il y a les autres ethnicités, il y a les autres minorités. Donc avec le temps, avec l'expérience, avec toutes comment je vais dire, les choses qu'on a tirées de la lutte, il y a eu un projet social qui a été mis en place, qui a été élaboré par une personne qui est prisonnier politique détenu en Turquie par M. Abdullah Öcalan, qui s'est inspiré de Boutchkin et des autres. Et les Kurdes ont vu que dans ce chaos du Moyen-Orient, membres d'un territoire divisé en 4, la solution qui s'imposait à eux, c'était une confédération démocratique, car ça permettait de vivre avec les peuples et toutes les autres ensemble, et que ça pouvait être une solution de paix dans la région. Laïque, la laïcité avec le respect des autres minorités et tout ça, féministe, écologique. Donc il y avait tout ce système, ce n'est pas une utopie, c'est vraiment la réalité du terrain qui nous a imposé un tel projet, d'élaborer un tel projet. Ils n'avaient pas eu le temps de le développer, vraiment. Bien sûr, on est en pleine guerre. D'un côté, on est bombardé, de l'autre côté, on essaie de mettre en place, les Kurdes essaient de mettre en place des assemblées populaires pour pouvoir gérer les problématiques cantonales ou du village, ou les problématiques des femmes. Voilà. Donc, d'un côté, il y a la guerre, de l'autre côté, nous essayons de gérer nous-mêmes notre société ou les problématiques de notre société. Donc, bien sûr que c'est difficile. C'est un projet qu'il faut continuer à élaborer et tout ça. Et c'était le projet qui était idéal et qui est idéal actuellement pour qu'il y ait un semblant de paix, une possibilité de paix dans la région. Et Erdogan, c'est à cela qu'il s'attaque. Pas seulement à l'identité du Kurde. Il s'attaque à un projet pluraliste qui, justement, est une alternative positive à son dogme de dictateur. Voilà pourquoi. Alors, Paul, la dernière question que je vais te poser, c'est est-ce que finalement, la Syrie est le lieu de la défaite de l'Occident? C'est-à-dire, aujourd'hui, les maîtres du jeu, ce sont les Russes, les Turcs, les Iraniens, parce que même Bachar al-Assad est tellement affaibli qu'il n'est maître de rien. Est-ce que ce ne sont pas donc ces puissances régionales qui ont gagné le combat? On pourrait dire que ce n'est pas une mauvaise chose. Malheureusement, ces puissances régionales correspondent aussi à des sortes de radicalité identitaire, mais quelque part, ce n'est pas la défaite de l'Occident qui en réalité n'a plus rien à défendre comme valeur en dehors de l'argent? Après, effectivement, on peut se poser la question panoramique de c'est à cause de nos valeurs libérales ou je sais pas quoi qu'on n'a pas réussi. Moi, je pense que c'est par stupidité et par manque de courage politique. C'est en gros l'histoire. Quand tu reflues, quelqu'un d'autre prend ta place. Ou quand tu joues mal, quelqu'un d'autre prend ta place. Si on était intervenu au moment où Bachar el-Assad a gazé ses civils, donc en 2015, le cours de l'histoire aurait été différent. On n'est pas intervenu, on a envoyé un signal clair, il y a la place, prenez-la. Poutine l'a prise. Là, c'est exactement pareil. On quitte le territoire où il y a toutes les cellules dormantes de Daesh et où les Kurdes sont tout seuls, on les laisse se débrouiller face aux Turcs. Les Russes arrivent. Les Russes ont toujours joué sur deux, parce qu'on parle d'Afrin. Moi, j'avais mes copains qui me racontaient Afrin. Tu as raison. À la fois, ils ont dit aux Turcs, faites ce que vous voulez, et en même temps, ils informaient les groupes des YPG
en sourdine, en disant faites attention, il va y avoir une offensive tel jour. Ils ont toujours manié les deux fers, et c'est une vraie intelligence politique. Après, c'est une autocratie, donc c'est terrible de se dire que c'est ce pays-là qui, devant le vide laissé par, là en l'occurrence les États-Unis, mais les Français, enfin, on pourrait se poser la question de la France, le courage politique. Il y a des forces spéciales françaises là. Au Rojava, au Nord-Syrie, ils pourraient très bien se dire on va faire un truc vraiment héroïque, comme le font les soldats. On va s'interposer là, on va se mettre devant les djihadistes là, qui sont manipulés par Erdogan. Et on va dire, vous allez nous rouler dessus, nous, la France, nous, membres de l'OTAN, vous allez nous tuer. On est là, on est des boucliers humains, on veut vous protéger. Ça, je trouverais que ça aurait beaucoup de gueule quand même. Maintenant, tu vois, un gars comme notre président, il le fera pas, il le fera jamais. Mais tu dis, par exemple, la Russie, c'est une autocratie, un peu, c'est peut-être le nouveau maître de la région qui n'a pas un modèle politique, disons, enviable à proposer. Mais ils n'ont que des intérêts à défendre, ils s'en foutent. Mais finalement, est-ce que nous sommes différents? Pas tellement, justement, c'est ça le problème. Pas tellement. Et c'est peut-être ça le drame. Ouais. Donc merci Paul, merci Bérivan. Merci d'avoir regardé ce programme. Pensez au pouce bleu, aux commentaires et au partage. Et pour nous soutenir financièrement, c'est juste là.